la... Donc, c'est enregistré. Comme ça, pour les personnes qui ne peuvent pas être là, ils pourront revivre cette visioconférence ultérieurement. Merci à tous d'être présents pour ce temps d'échange en fait avec l'équipe de l'île d'Oléron, et merci à eux de nous faire ce retour d'expérience. Donc, comme le disait Magali tout à l'heure, il y a Pierre Lhuillier qui est technicien photovoltaïque pour la communauté de communes. Tu préciseras si c'est pas exactement ça. Et Claude Black qui est président de la société OSS 17 qui va être présenté. Donc l'objectif de ce temps-là, c'était on accompagne avec Magali deux collectifs, donc un sur Grand Angoulême et un autre sur la communauté de communes de Max dans les Landes, deux collectifs qui s'interrogent, qui sont en construction aujourd'hui pour aller vers la création de sociétés citoyennes et qui sont intéressés par développer des projets photovoltaïques. Donc ça nous paraissait intéressant qu'il puisse y avoir cet échange aujourd'hui avec les acteurs de l'île d'Oléron. Et donc, je vais tout de suite leur laisser la parole. Donc, comme on disait, donc un temps de présentation, des questions de compréhension s'il y a des choses qui sont pas comprises sur la présentation. Et sinon, on garde le temps de questions à la fin. On se dit qu'on finit vers 14h30. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, j'espère. Si vous ne m'entendez pas, levez la main pendant la présentation. A priori, ça a l'air bon. Donc moi, je m'appelle Pierre, donc je représente la communauté de communes et je suis avec Claude qui représente donc, OSS 17. Je vais juste faire un petit historique du contexte local parce que ça me paraît important pour comprendre un peu pourquoi l'histoire de OSS 17 a bien marché et la collaboration en fait entre la collectivité et ce projet-là. Et après, on vous présentera vraiment toutes les étapes qu'on a suivies. Donc l'île d'Oléron, on a 8 communes sur le territoire, on a à peu près à l'année 20 000 habitants et en période estivale, on multiplie tout ça par 10, donc on arrive facilement à 200 000 ou 300 000, donc, ce qui se répercute sur les consommations d'énergie. On a un souci assez conséquent sur Oléron pour développer les énergies renouvelables, c'est qu'on est à 85% du territoire en zone protégée, donc protégée au titre du paysage ou de l'architecture. Donc ça arrange pas le développement des projets. En termes de consommation d'énergie, à l'année, pour 2018, on était à 570 gigawattheures et en électricité 175 gigawattheures par an. Et donc le potentiel solaire, de production d'électricité d'origine solaire, il a été évalué à 70 gigawattheures. Donc on a des efforts à faire en termes d'économie d'énergie si on veut être autonome en énergie. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au sein de la communauté de communes de l'île d'Oléron, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités, on a vraiment un service TEPOS qui a été mis en place depuis 2016. Donc, la problématique de l'environnement est très présente sur le territoire. Il y a eu un agenda 21 qui a été mis en place dès 2011, la stratégie TEPOS en 2015, on a été labellisé Synergie depuis le début de l'année. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant pour les élus. Et on a développé en interne des compétences assez importantes, notamment sur le photovoltaïque, puisque moi, j'ai été recruté en 2016 et je suis à temps plein dessus. Donc, c'est des compétences qui nous ont vraiment beaucoup servi dans le projet d'OSS 17, comme on verra après. Ça, vous nous entendez pas. Alors, on n'entend pas très bien, Pierre. Là, c'est mieux, là? Ça coupe un peu. Oui. Voilà. Donc, ce que je disais, oui, c'est qu'on a la problématique de l'environnement, elle est très présente sur le territoire. Il y a l'agenda 21, la stratégie TEPOS. Et on a donc au sein du... C'est reparti, Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu ne mets pas ton doigt sur le micro ou quelque chose. Mais rien du tout. Ah, ok. Je ne sais pas, ça fait comme si tu fais bien et d'un seul coup, c'est comme si tu avais quelque chose qui te bloquait la voix. Est-ce que c'est mieux là? Oh, génial.
Alors par contre, plus. nous, là je suis sur des oreillettes de portable, donc on va se changer le micro et on va avoir du mal à vous entendre. Mais bon, tant que vous m'entendez, c'est le principal. Je passerai le micro à Claude après. Donc juste pour dire… Si vous bougez, on vous écoute. Juste pour dire que sur Oléron, au sein de la collectivité, donc la problématique de l'environnement et de la transition énergétique sont présentes depuis longtemps au sein des élus. La stratégie TEPOS, elle a été actée en 2015 et il y a tout un service qui a été mis en place et qui a permis de développer des compétences qui ont beaucoup servi pour l'émergence d'OSS 17. Moi, notamment, j'ai été recruté en 2016 et je travaille à temps plein sur les projets photovoltaïques. Donc, il y a quand même une ingénierie en interne qui est présente, quoi, et qui sert beaucoup. On a un service qui s'est étoffé. On a un conseiller info-énergie, Patrice Ramon, et on a un conseiller en énergie partagée, Antonin Flos. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, de mon point de vue, caractérise un peu ce territoire. Donc, moi, je développe donc sur le patrimoine public. La collectivité, elle porte elle-même des projets, donc elle investit. C'est moi qui les suis et on exploite et tout. Donc, on porte des projets sur le patrimoine public, que ce soit des bâtiments de la communauté de communes ou des bâtiments des communes. Et pour tout ce qui concerne le développement du photovoltaïque sur le patrimoine privé, sur lequel on peut difficilement, d'un point de vue juridique, intervenir en tant que structure publique. Donc, on a mis en place un cadastre solaire pour les administrés. Et notre problématique de développer sur le privé, c'est de là qu'est venue aussi l'idée de faire émerger une société citoyenne, parce que vous verrez que c'est un outil de développement du photovoltaïque sur le patrimoine privé, un outil qui est intéressant, quoi, et qui nous aide beaucoup. Donc, pourquoi une société citoyenne? Donc, il y avait la volonté depuis longtemps des élus d'impliquer les citoyens dans la transition énergétique du territoire. Il y a aussi donc la pertinence de développer les projets d'ENR à l'échelle locale. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve. Et comme je viens de le dire, donc c'est aussi pour nous un outil de développement très intéressant pour les projets photovoltaïques sur le patrimoine privé. Donc, pour développer ce genre de projet, là, j'ai essayé de lister un peu toutes les compétences qui étaient nécessaires. Donc, il faut déjà beaucoup communiquer au début sur le projet de développement d'une société citoyenne locale. Il faut arriver à motiver les gens, à constituer un groupe de personnes intéressées et après animer ce groupe pour le maintien dans le temps. Il faut, pour des projets photovoltaïques, évidemment, des compétences techniques pour l'analyse de potentiel, l'étude des sites. Et pour tout ce qui est montage de société et de mise en place du projet, donc des connaissances juridiques et en comptabilité et gestion. Donc, les compétences techniques, moi, j'en ai quand même en interne puisque c'est mon travail. Donc, c'est des choses qu'on pouvait, qui nous effrayaient pas trop au moment du projet. Après, en termes de juridique, comptabilité et gestion, un peu plus difficile. Alors, moi, j'avais déjà suivi et participé à des projets citoyens en Limousin avant d'arriver ici. Donc, j'avais quelques connaissances, mais pas suffisamment pour porter tout ça tout seul. Donc, on savait qu'on allait sur ces deux points-là devoir mettre en place des collaborations, éventuellement se former. Donc, ce qu'on a fait, vous le verrez plus tard. Donc, la première chose qui était à faire, c'était déjà communiquer sur le projet de développement d'une société citoyenne et essayer de former un groupe. Donc, pour ça, est-ce que vous voyez la flèche là sur le PowerPoint? Ouais, donc très bien. Donc, pour ça, on a recruté donc en mars 2007 un stagiaire, David Billy, qui à mi-temps était dédié à l'émergence de la société. Donc, ce qui a été fait… Ouais. Une précision par rapport à ces domaines de compétences. Je crois que ce qu'on disait au tout début avec Charlène et Magali, il n'y a pas à avoir de complexe par rapport à ça, parce que les compétences, nous, au niveau des citoyens, on ne les avait pas de manière formelle. On les a acquises par notre travail, par notre investissement. Donc, il n'y a aucune compétence qui est inatteignable par un citoyen lambda. Voilà, donc David… Il y a une question. Il y a une question de Laurence. Tu as activé, Laurence, hein, tu peux parler. Le recrutement, il a été fait par l'association ou par la MAX? Commune.
Pas compris. Est-ce que le recrutement de Pierre, il a été fait par l'association, par la collectivité? Le recrutement, Fait en collaboration. Alors, à l'origine, il y a une association qui s'appelle À nous l'énergie renouvelable et citoyenne et solidaire, pardon, qui a été créée sur La Rochelle il y a 2 ans, dont moi-même je faisais partie. Tout ça est issu à l'origine d'un groupe Enercop qui a voulu développer un certain nombre de choses. Donc, cette association a été créée pour aider au montage de projets citoyens avec des gens qui avaient quelques connaissances, mais pas forcément de très grandes compétences. Et donc, c'est la rencontre entre les gens de l'association À nous l'énergie, qui est sur La Rochelle, et des gens de la communauté de communes de l'Héron, qui a fait démarrer le projet. Au départ, on était 3-4 de l'association, et on a commencé à faire on va le voir un peu plus loin, voilà, la diapo est arrivée, on a fait ces présentations lors de manifestations, et où on a réussi à regrouper une quarantaine, 40 à 50 personnes qui se sont déclarées intéressées par la création d'un tel projet. Et David Billy était stagiaire au sein de la communauté de communes et Pierre est salarié de la communauté de communes. C'est l'équivalent de Florian pour vous ou de Perrine à Angoulême. Voilà, donc du stagiaire, effectivement, c'est le service de la communauté de communes qui l'a géré, quoi, ce recrutement-là. En mars 2017, Société citoyenne d'énergie renouvelable sur Oléron, ça parlait pas à grand monde. Donc le travail de David, c'était justement de parler de ces projets-là et d'essayer de regrouper des gens. Donc ce que disait Claude, c'est plus le recrutement des gens pour le futur projet. Voilà. Et donc ça s'est fait effectivement donc de juillet à novembre. Pour diffuser le concept de société citoyenne et essayer de regrouper des personnes intéressées, on a organisé différents événements. Tous les ans, on a ce qu'on appelle l'Oléron Durable Festival, donc qui est un événement en journée où il y a beaucoup de stands autour de la transition énergétique. Donc, on a profité de cet événement pour un peu parler de cette idée. On a organisé donc dans le cinéma local, qui est un lieu de vie assez fréquenté ici sur Oléron. On a organisé un ciné-débat autour du film Power to Change, auquel Charlène a participé. On a organisé aussi une conférence gesticulée. Donc là, l'idée, c'était amener des gens via un spectacle autour de la transition énergétique et après le spectacle, de parler de ce qu'était possible de faire à l'échelle locale et de leur émettre cette possibilité de créer une société citoyenne en leur expliquant ce que c'était, en leur montrant que sur d'autres territoires, ça existait depuis plusieurs années, que ça marchait très bien. Donc, il y avait des choses, c'était possible d'envisager ça. Et voilà, donc à la fin, on leur demandait si vous êtes intéressés par ce projet, on avait une petite liste et vous marquez votre nom. Donc c'est ici, vous voyez des gens qui constituent en fait une liste qui nous a servi après. Voilà. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, oui, de juillet à novembre 2017. Et donc, à partir de la liste qu'on avait constituée, on a recontacté tous les gens pour les convier au sein de la communauté de communes. Donc, quand je dis on, là, c'était le service vraiment de la communauté de communes. On a recontacté tous les gens intéressés. On les a invités à une réunion d'information, donc vraiment ciblée sur le projet, dans les locaux de la CDC, en décembre 2017. Et à partir de là, donc, les gens étaient informés, on continue d'être intéressés. Et donc, on a organisé de janvier à avril 2018, toujours dans les locaux de la CDC, toute une série d'ateliers vraiment ciblés pour la création d'une société de production d'énergie renouvelable. Donc, il y a eu 8 réunions qui ont été organisées, avec à chaque fois 10 à 15 personnes. Donc, en tout, il y avait 23 personnes qui avaient répondu présent, mais les ateliers étaient autour de 10 à 15 personnes. Donc, il y avait des ateliers juridiques. Le but, c'était de leur présenter créer une société, tout le monde ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il y a comme type de société possible pour des projets d'énergie renouvelable? On présentait les avantages et les inconvénients et c'était aux gens de choisir, nous, ça nous semble plus pertinent de choisir ça, en l'occurrence là, une SAS. Après, donc, les statuts, on n'a pas des statuts tout prêts, juste à recopier. Ça, c'est aux membres de décider et de rédiger leur statut. Donc, il y a eu un gros travail aussi sur ce point-là. Et après, toutes les démarches de création de société pour avoir un SIRET, un statut reconnu.
Bon, ce qui est important de dire quand même, c'est que par rapport au statut, on n'est pas parti de zéro. Hein. On s'est servi en particulier du travail des centrales villageoises. Là, il y avait quand même des outils très intéressants et qui nous ont permis d'avancer assez rapidement. Voilà, on a beaucoup effectivement utilisé des expériences qui existaient dans d'autres régions depuis plusieurs années. On a aussi donc mis en place des ateliers économiques puisqu'il fallait constituer un modèle, un plan de financement par rapport à des projets, donc faire des simulations, combien de projets il nous faudrait, combien de revenus ça va générer, voilà, toutes ces choses-là, c'est important. Entre-temps, il y a un appel à projet qui est sorti au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, donc il fallait remplir un dossier pour essayer d'avoir cette subvention. Donc ça a été fait dans le cadre de l'atelier économique. Et on a aussi organisé donc sur le territoire recherche de toiture potentielle et analyse, sachant que moi, de par mon travail, je suis en contact avec des entreprises éventuellement intéressées par du photovoltaïque. Donc je sais les projets, j'ai déjà aussi analysé des sites, j'ai déjà vu des toitures. Donc en tant que CDC, je faisais aussi le lien avec OSS 17 en leur disant bah voilà, moi j'ai déjà toute une liste de toitures, je sais que les gens vont pas forcément investir mais pourraient être intéressés par mettre à disposition cette toiture, donc allez-y, allez les voir. Voilà, donc, on échangeait un peu des informations avec OSS 17 pour faciliter l'émergence du projet. Et les derniers ateliers aussi qui ont été faits, c'est les ateliers qui touchent à tout ce qui est communication, puisque là, ce qui était important, c'était toujours de diffuser l'information sur le projet, donc via des communiqués de presse, faire des flyers et les distribuer sur les marchés pour augmenter les troupes, commencer un petit peu à capitaliser. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans l'émergence de société. Et aussi la création donc d'un site internet. Donc là-dessus, encore une fois, tout ce qui est aspect technique et un peu économique, donc via le service TEPOS, et moi, on avait des compétences en interne. Juridiquement un peu plus difficile, donc on s'était formé nous en interne et on vous verra après, on s'est fait accompagner donc par une association qui s'appelle À nous l'énergie renouvelable et solidaire. Et il faut pas oublier aussi que l'intérêt de ces projets, c'est que les gens qui viennent, ils ont aussi des compétences. Vous avez des gens qui ont créé des entreprises, vous avez des comptables. Donc, quand on a une quinzaine de personnes, eh ben, on peut très largement profiter des compétences. On a souvent tout ce qu'il nous faut, quoi, en fait. C'est un peu l'intérêt de ces projets. Juste Pierre, est-ce que tu peux donner un peu un timing? Parce que là, tu as marqué de janvier à avril 2018, mais finalement, les ateliers, ils continuent toujours, en fait. Ils sont encore présents. Oui, alors, de janvier à avril 2018. On a créé la société le 30 avril 2018 pour pouvoir répondre à l'appel à projet de la région. On a un peu bousculé le calendrier pour déposer les statuts et créer officiellement la société. Donc, depuis le 1er mai 2018, on fonctionne en tant que société par action simplifiée. On a un conseil de gestion, on va le voir un peu plus loin, qui se réunit régulièrement. Donc, ce travail continue et on a des groupes de travail qui travaillent sur les différentes thématiques. Quand je disais atelier, en fait, c'est parce que entre janvier et avril, le centre, c'était vraiment la CDC. Il n'y avait pas de statut pour la société. C'est moi qui chapeautais tout avec Delphine à l'époque qui dirigeait le service, TEPOS. Et tout se faisait dans les locaux de la CDC. C'était pas structuré. Donc, une fois que la société s'est constituée en avril, bah, elle a volé de ses propres ailes. Et il y a toujours des ateliers, mais c'est Claude c'est Claude qui initie tout ça. Voilà, c'est plus du tout la CDC, c'est OSS 17. Et le travail collaboratif a été très important entre la CDC et puis donc les gens qui se sont portés volontaires pour développer ce projet. Et le fait que la CDC mette en particulier des locaux et des moyens techniques à disposition, ça a été important pour une avancée relativement rapide de notre projet parce qu'on n'a pas eu à se préoccuper de ces dimensions-là. Donc, ça veut dire, c'est vrai, quand on avait besoin d'une salle de réunion, on voyait avec Pierre, on se disait, on se réunit tel jour, à telle heure, à tel endroit. Les moyens étaient là. S'il y avait besoin de photocopies, d'éléments d'information. Voilà. Donc, ça, c'est un facteur très important dans la réussite et dans l'avancée rapide du projet. Et au niveau de la formation, Delphine et toi, Pierre, vous étiez formés, ainsi que Georges et Guy, via la formation juridique proposée par Énergie Partagée et Sirena. Oui, c'est ça. Je n'ai pas participé, mais Delphine et Georges y avaient été, effectivement.
Donc voilà, alors comme disait Claude, la création de la société a été un peu accélérée parce que il y avait l'appel à projet de la région qui venait de sortir. Donc c'est pour ça que dès le fin avril, on a organisé une réunion publique, puis l'AG constitutive pour créer officiellement la société donc, qui s'appelle maintenant OSS 17, Oléron sous le soleil 17. 70 personnes étaient présentes à la réunion et dès le premier soir, il y avait 72 actionnaires pour un capital de 9 900 €. Et Voilà. l'action est à quel prix? À 50 €. Ouais, ça fait partie des 3 dimensions qui nous permettent de qualifier la société de société citoyenne, parce que société citoyenne en tant que telle, juridiquement, ça n'existe pas. Nous, on la qualifie de citoyenne systématiquement et on insiste beaucoup toujours sur cette dimension. On va le voir un peu plus loin, parce qu'il y a pour nous 3 critères qui sont fondamentaux, dont le prix de l'action, fixé volontairement à un niveau raisonnable pour que le maximum de citoyens puissent s'engager. Et on a beaucoup d'actionnaires qui n'ont qu'une seule action de 50 €. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait l'accompagnement et l'investissement dans le projet. Alors ensuite, là, j'ai peut-être laissé la parole à Claude, puisque c'est la première année de la société dont il est président là, qui est résumée. Je te laisse la parole. Ouais. Oui, donc c'est ce travail qu'on fait depuis le 30 avril 2018, donc depuis la création de la société. Hein, donc le travail de communication, de capitalisation. Vous allez voir qu'aujourd'hui on est arrivé à 184 actionnaires et 27 000, un peu plus de 27 000 € de capitalisation. Donc c'est un travail qui s'est fait en continu sur cette première année. La deuxième dimension, donc c'était l'aspect administratif, c'est-à-dire que dès que l'AG générale constitutive a été faite, ça a été de remplir la partie administrative avec un certain nombre de documents et de déposer les statuts auprès de la Chambre de commerce de La Rochelle, où notre société a reçu son numéro de SIRET et donc est maintenant complètement fonctionnelle d'un point de vue réglementaire, législatif et administratif. Et puis donc, pendant ce temps-là, tout ça a été mené un peu en parallèle par des groupes qui se réunissaient et qui travaillaient. Hein. Il y a eu la recherche et l'analyse des toitures. Donc, Pierre l'a indiqué, il y avait un travail important qui avait été fait à travers le cadastre solaire que la collectivité a mis en place sur l'île d'Oléron, plus le travail d'identification des toitures que Pierre avait réalisé. Et donc, ce qui nous a permis d'identifier, on avait une 50aine, je crois, de toitures à peu près repérées. On a fait un tri, on en a sélectionné 10 et puis on a commencé les contacts avec les propriétaires, donc pour voir si ils souhaitaient s'inscrire dans le projet et comment on pouvait finaliser ça. Donc, c'est là qu'on est passé, suite au premier contact, un certain nombre de réponses positives, à la rédaction donc d'une convention de mise à disposition, puisque le principe de la société, c'est de trouver des particuliers ou des collectivités, puisqu'on a un projet là sur l'école primaire de Dolus qui devrait se finaliser prochainement. Le propriétaire de la toiture met la toiture à disposition sur une convention, sur un bail, la base d'un bail de 30 ans. On était parti sur un bail de 20 ans, parce que le contrat de rachat se fait sur 20 ans, et puis on s'est dit que finalement, c'était peut-être un peu court, et donc on a proposé des baux de 30 ans, ce qui nous permet, nous, d'avoir une perspective un peu plus lointaine et un meilleur équilibre financier sur l'ensemble des projets. Donc, ces conventions, on les a rédigées, on les a personnalisées, bien entendu, et aujourd'hui, on a 2 conventions qui sont signées et 2 qui sont quasi signées. Donc, on est déjà sur 4 projets, dont 2 devraient voir le jour, devraient se concrétiser là d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on en est là par rapport à ça. Donc, prise de contact et négociation avec les propriétaires. Alors, il faut savoir, ça c'est un élément important, par rapport aux équilibres économiques de nos projets, on ne peut pas donner des loyers importants. Donc, la démarche, la première approche que l'on a systématiquement avec les personnes, on leur dit, c'est une action citoyenne, donc vous allez nous mettre gracieusement la toiture à disposition. Bon, ça tique un petit peu, on voit bien, ça réagit, on engage la conversation comme ça, et finalement, on arrive sur nos 2 conventions signées et les 2 projets de convention où il y a simplement une action tous les 3 ans qui est donnée au propriétaire de la toiture. Il devient automatiquement sociétaire, actionnaire de la société, bien entendu, mais c'est une action tous les 3 ans. Voilà, sa rémunération, pour l'instant, elle se limite à ça. Et ça passe relativement bien, puisqu'on a affaire à des gens qui sont intéressés par rapport à la mise à disposition de toiture, mais qui ne sont pas prêts à investir. Donc, a priori, on vient faire l'investissement à leur place. Donc, dans la mesure où ils s'inscrivent dans la démarche, ça se passe plutôt très bien.
Donc, ce dossier au niveau de la subvention région Nouvelle-Aquitaine, oui, c'est ce fameux 1 euro pour 1 euro. Je pense que les uns et les autres, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il risquait on ne savait pas si après juin 2018, il allait être poursuivi ou pas. Donc, on voulait déposer notre dossier avant le 30 juin 2018 et donc avoir le maximum déjà d'actionnaires à ce moment-là. C'est ce qui nous avait fait un petit peu hâter la création de la société. Donc, finalement, ça a été reconduit. Donc, aujourd'hui, justement, sur un premier lot de ces 4 projets, on a eu notre dossier qui a été validé et on a une subvention pour l'ensemble de ces 4 projets qui représentent en gros un investissement de 150 000 euros. On a 22 000, un peu plus de 22 000 euros qui nous est attribué comme subvention sur ce 1 euro pour 1 euro de la région. Cette subvention ne sera versée que sur présentation de facture. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'au point de vue économique, il faut l'intégrer dans la mesure où il faut prévoir le fonctionnement pour pouvoir sortir l'argent par rapport aux emprunts et aux réalisations de travaux, sachant que la subvention ne viendra qu'après, en remboursement. Les démarches d'urbanisme pour les projets, ben là, ça fait un peu partie de ce qu'on appelle la demande préalable, par exemple, de travaux, qui est un élément juridique à mettre en place auprès de service urbanisme de la commune considérée ou de la communauté de communes quand le PLU est PLUI. Mais là, en l'occurrence, nous, à Oléron, c'est que des PLU, on n'est encore pas en PLUI. Donc, ça se passe au niveau de chaque commune. Donc là, bon, c'est un dossier un peu lourd. Là, l'aide de Pierre est très précieuse parce qu'il a la connaissance d'un certain nombre de subtilités qui nous permettent d'avancer bien comme il faut. Et donc, rédaction d'un cahier des charges pour la recherche d'installateurs. Donc, nous, on est dans une démarche où on veut rester dans une économie locale au maximum. Ce qu'on souhaiterait, c'est finalement permettre à un certain nombre d'artisans de l'île d'Oléron d'acquérir la compétence et d'être capable de gérer des installations de manière assez performante. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a 2 entreprises qui avaient une qualification PV, mais il n'y en a qu'une, je crois, qui l'a maintenant toujours. Je crois que l'autre, là, pas plus ou moins, elle s'est tombée. Donc, on a identifié sur la Charente-Maritime 5 à 6 installateurs qui nous semblent sérieux. Et donc, justement, hier, on a fini avec Pierre et un autre collègue la finalisation du cahier des charges qui va nous permettre là d'envoyer notre cahier des charges pour avoir nos premiers devis sur nos premiers projets. Voilà, et juste pour compléter, donc société créée en avril 2018. Donc à partir d'avril 2018, c'est vrai que moi j'ai vraiment la CDC a pris vraiment a été un peu en retrait, a pris du recul, et les gens de SS17 ont commencé à se prendre en main, et tout ça en fait maintenant ils sont autonomes. Moi j'interviens vraiment ponctuellement pour les choses que je fais pour leur donner un coup de main, donc, sur tout ce qui est déclaration préalable ou aspects techniques. Ouais. Mais après, le reste, ils sont vraiment autonomes maintenant et on n'intervient vraiment plus qu'en soutien, quoi. Voilà. Donc, vous les avez accompagnés au départ et une fois que vous les avez sentis capables, vous les avez laissés s'autogérer pour pouvoir partir et vous êtes toujours en soutien si nécessaire. Voilà. Tout à fait. Puis je crois qu'on est un groupe materné, donc on a aussi cette volonté de nous prendre en charge et d'être responsable et acteur complet de notre projet. Donc, oui, en septembre 2019, donc à ce jour, on en est, donc je vous disais, un capital, c'est 184. En 1874, ça viendra peut-être, mais ce sera pour plus tard. C'est 184 actionnaires, donc pour un capital de 27 250. Donc, la subvention de la région dont je vous parlais, c'est pas un peu plus de 22 000, c'est 21 900 euros, très précisément, puisque ça s'est fait sur devis, donc c'est des choses très précises. Donc, les signatures, je vous disais, pour les conventions, donc deux conventions qui sont signées, une pour un projet de 36 kW, qui est le plus avancé, une autre pour un projet de 9 kW. Et puis 2 qui sont en cours. Donc, à nouveau, un projet de 36 kW sur l'école primaire de Delus. Il y a eu un petit retard qui a été pris parce qu'il y a des histoires de champs magnétiques qui sont intervenus, qui nous ont perturbé nos fréquences. Mais bon, c'est en train de s'arranger. Et puis donc, un autre projet de 9 kW qui va voir le jour également. Voilà. Donc, on en est vraiment là au choix des installateurs. Et puis, dès qu'on va avoir nos premiers devis, suite au cahier des charges qu'on a finalisé hier, on va pouvoir entreprendre les démarches de raccordement avec Enedis. Donc là, c'était juste une petite diapositive bilan là, pour se rendre compte de l'échelle de temps. Le projet, il est né donc printemps 2017 et vous voyez là déjà, on a 30 mois qui se sont écoulés. On n'a toujours pas de kilowattheure photovoltaïque produit dans le cas de SS17, donc ça devrait arriver dans les mois à venir. Mais juste pour avoir en tête que voilà, c'est long. Et j'ai envie de dire que c'est long, mais pourtant ça a été rapide comme histoire. Mais voilà, c'est comme je dis toujours, il faut se hâter lentement.
Mais ça va aboutir. Mais voilà, il faut avoir en tête cette échelle. Et oui, alors on en a parlé, mais il n'y avait pas de diapositive vraiment dessus. Comme je disais, on n'était pas compétents surtout. Et ce qui nous a vraiment aidé, nous, communauté de communes, c'est de nous entourer de différents partenaires. Alors, il y a Sirena, c'est pas la peine de vous présenter le réseau, vous le connaissez. Il y a Charlène et Magali ici, mais ça, c'est vraiment un réseau indispensable pour tous les projets citoyens parce que ça nous met en lien. On peut avoir des formations, on a des contacts importants, des conseils quand on a des problèmes d'ordre juridique, des questionnements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas en 2015-16, qui manquait vraiment dans la région. Donc voilà, réseau très Un important. outil important, oui. Charlène est venue nous prêter main forte au début quand on faisait des ciné-débats. C'était vraiment essentiel. Pendant la phase d'émergence aussi, alors tout à fait par hasard, on a rencontré l'association À nous l'énergie, qui est basée à La Rochelle et qui commençait à se constituer et qui avait vraiment pour but, cette association, justement d'accompagner des sociétés comme OSS 17 pendant la création. Donc eux, ils nous ont, Guy et Georges nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui est aspect création de société, les aspects juridiques, les aspects comptabilité, gestion. Ils ont vraiment des compétences qu'on n'avait pas et qui ont vraiment été indispensables pendant les ateliers pour former les gens qui étaient intéressés par le projet d'OSS 17. Moi, j'aurais vraiment pas pu le faire et c'était vraiment bien tombé, quoi. Donc là, il y a clairement une convention qui a été signée entre la communauté de communes et cette association pour la phase d'émergence de SS17. Et c'est une convention donc, qui a prise en charge des frais de déplacement des membres de l'association quand ils viennent sur Oléron, des prises en charge de tout ce qui est frais, je sais pas moi, impression de documents, prêt de salle, choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment de soulager OSS 17 pour avoir ce soutien de l'association À nous l'énergie. Important, l'association À nous l'énergie fait partie des actionnaires fondateurs de la société. Et comme autre réseau qui nous a aidés plutôt pendant la phase de développement des projets, c'est donc il y a Énergie Partagée, il y a une liste de diffusion, la Grappe PV, je ne sais pas si vous y êtes inscrit, on reçoit en moyenne 400 mails par jour sur plein de sujets différents, mais c'est quand même vachement important et dès qu'on a un problème, moi je sais que j'envoie un mail là, j'ai une réponse rapidement et ça aide beaucoup. Ouais, ça fonctionne très bien et c'est vraiment une source d'information. Et puis, dès qu'il y a une question qui se pose, justement, nous, par rapport à cette histoire de champ magnétique là, sur l'école primaire de Delus, on a envoyé un message, on a eu un retour en 3 jours, on a pu donner des réponses satisfaisantes aux gens qui nous avaient interpellés. Et puis, donc, on y trouve, moi, je sais que je suis inscrit à cette liste, je fais le tri, je lis pas tout à 100%, mais je mets des tas de documents de côté parce que je trouve des choses très, très intéressantes. Et puis, je crois, alors, donc, il y a cette grappe. Et puis, EPI, tu voulais peut-être en parler aussi. Donc, EPI, Énergie Partagée Investissement, avec qui on a eu des contacts. Et ça, c'est vraiment un outil qui, moi, me semble très, très intéressant parce que justement, par rapport à nos projets, on a environ besoin de 100, sur nos 4 premiers projets, 100 à 120 000 euros d'emprunt bancaire. Et on a commencé à chercher les structures différentes pour obtenir ces 100 à 120 000 euros. Et on a eu un échange très intéressant avec Énergie Partagée et la NEF pour une solution qui pourrait être très, très positive pour nous. Et n'oubliez pas que l'atelier Grappe PV, donc la liste de diffusion, tous les documents sont regroupés sur un drive, en fait, sur un Google Drive, pour pouvoir justement permettre à tout nouvel arrivant de retrouver les documents, les archivages, et le groupe se réunit le 22 novembre à Paris pour continuer le travail. Donc, ce qui a donné lieu à cette offre Énergie Partagée Investissement, la NEF, et ce qui a donné lieu aussi à une offre d'assurance avec la MAIF. Et donc, juste pour compléter, c'est vrai que maintenant, là, en 2019, il y a plein d'outils, de réseaux qui se sont mis en place pour les projets citoyens. Moi, encore une fois, avant d'arriver sur Oléron en 2016, j'étais dans le Limousin, je travaillais sur les projets citoyens et j'étais démuni, quoi. Il n'y avait rien du tout. Et donc, on voit vraiment la différence, Ouais. quoi. On a vraiment de nombreux points d'appui maintenant. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'outils disponibles. Et donc, il faut vraiment s'entourer de ces compétences.
Donc ça, c'était juste un résumé donc pour les 4 phases du projet OSS 17, quelle a été l'implication de la communauté de communes. C'est pour clarifier un peu les choses. Donc pendant la phase d'émergence, ça va être des redites, le recrutement d'un stagiaire, l'organisation d'événements de communication, la création d'outils de diffusion. Donc tout ça, c'était vraiment en interne à l'initiative de la CDC. Il n'y avait pas encore de groupe constitué. Après, pour la phase de création proprement dit, donc des formations techniques, économiques, juridiques, différents ateliers, des partenariats mis en place pour un peu encadrer tout ça et mise à disposition de salles et de matériel. Donc, comme Claude l'a dit, c'est des choses qui sont c'est toujours plus facile que d'aller chez les uns, chez les autres, ou quand on est 15, un salon, c'est vite trop petit, quoi. Ouais. Quand il faut chercher une salle, il manque une photocopie, etc. Quand on a tout ça à disposition, ça aide grandement. En phase de développement, donc la communauté de communes et certaines communes, j'espère toutes à l'avenir, ont participé, ont pris des parts au capital de la société OSS 17. Donc ça a aidé. Tout le travail. Je peux peut-être préciser par rapport à ça, justement, ça a été une volonté du groupe, du conseil de gestion, que le plus rapidement possible, on ait le maximum de communes de la collectivité, enfin de l'île d'Oléron, qui soient participants au capital. Donc la CDC, ça s'est fait tout de suite, il n'y a même pas eu besoin de les solliciter, ça a été quasi naturel. Et puis, donc, dans la foulée, on a aujourd'hui 3 communes qui sont entrées dans le capital, une 4e, c'est en cours de régularisation. Il y en a 2 autres qui doivent voter d'entrer dans le capital au mois de septembre. Donc, d'ici à la fin de l'année, on aura au moins 6 communes sur 8 qui seront dans le capital de la société. Voilà. Donc, pour la phase de développement, donc, il y avait aussi tout le travail que moi j'avais fait dans le cadre de mes fonctions au sein de la CDC, donc de présélection de toiture, donc ce que je mettais à disposition, que je partageais avec OSS 17. Le cadastre solaire qui avait été mis en place sur le territoire, qui est un bon outil pour étudier des potentiels. L'accompagnement technique administratif, donc c'est en fait ce que moi je fais au sein de mon poste, je le partage aussi avec OSS 17. Et alors, j'ai rajouté quelque chose qu'on a mis en place nous récemment. En fait, on s'est rendu compte, il y avait une commune qui avait mis dans son PLU une obligation pour tous les nouveaux bâtiments en zone d'activité. Ces bâtiments étaient obligés d'avoir du photovoltaïque. Et ça a été très efficace. J'avais plein de gens qui venaient de cette commune, des artisans qui construisaient des bâtiments, qui venaient me voir. Je suis obligé de mettre du photovoltaïque. Donc, on a essayé de généraliser ça à toutes les communes. Et donc là, à l'heure actuelle, sur l'île d'Oléron, dans une majorité de communes, si vous voulez construire un bâtiment dans des zones d'activité, vous êtes très fortement contraint pour mettre du photovoltaïque. Donc l'idée, c'est il y a cette mesure un peu très, très incitative. Fortement incitative. Voilà, développer les projets. Et donc, les élus n'avaient pas de scrupule à imposer ça, puisque si le porteur de projet n'a pas les fonds, ce qui est tout à fait possible, on a cette solution d'OSS 17 à proposer. Vous avez un toit, vous êtes obligé de mettre du photovoltaïque, mais vous n'avez pas les fonds. Et OSS 17, via une mise à disposition, peut le faire. Donc, il n'y avait pas trop de scrupules de la part des élus vis-à-vis de ça. Et je pense que ça a été mis en place il y a 3-4 mois. C'est pas tout à fait fini, mais sur les quelques communes qui l'ont déjà fait, on voit déjà des retours très positifs. On a plusieurs personnes qui viennent voir OSS 17 pour des mises à disposition de toiture. Les 2 projets 9 kW qui sont en cours sont issus de cette démarche. Et donc, pour la phase chantier, ce que la CDC peut apporter, c'est une assistante un peu pour le choix des entreprises, puisque moi, je choisis des entreprises dans le cadre de marché public, et éventuellement le suivi de chantier. Même si, encore une fois, au sein du groupe OSS 17, il y a quelques personnes, et je pense à une en particulier, qui techniquement maintenant me dépassent très largement, quoi. Et donc, pour le bilan sur le projet OSS 17 en lui-même, donc ce qu'on a dit, il y a des phases d'émergence et de création. Il faut avoir en tête que c'est extrêmement chronophage. Les ateliers qui ont été organisés au sein de la CDC là, en début 2018, on n'arrêtait pas, nous, les réunions. Ce n'est pas des réunions d'une demi-heure, c'est facilement une après-midi. Une demi-journée à chaque fois. Ouais. Voilà, voire la journée de temps en temps. Donc, c'est vraiment très chronophage pour les services. Ce qui est important donc, quand on est une interco, c'est d'avoir un maximum de compétences en interne.
d'un point de vue plus spécifique sur le photovoltaïque. Pardon, je te coupe Pierre. Par rapport aux compétences techniques, juridiques et économiques, moi je ne le mettrai pas en difficulté. C'est un souci important, mais dans la mesure où on est tous capables d'acquérir ces compétences par un minimum de travail. Et c'est pareil, les compétences techniques, c'est un mordu du projet qui est monté en compétences. Au départ, c'était pas un installateur, c'était pas un expert de l'énergie, c'est un mordu du projet qui. Oui, ce sont des gens qui ont acquis la compétence en étudiant les éléments techniques et juridiques. Alors, d'un point de vue plus technique photovoltaïque, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets citoyens qui s'étaient mis en place il y a, je sais pas, 5-6 ans, qui étaient basés sur c'est toujours le même modèle des 9 kg, donc 60 mètres carrés de panneaux en intégration. Là, on avait un tarif hyper avantageux. L'équilibre économique était souvent au rendez-vous. Tout ça, ça a disparu avec le nouvel arrêté, et c'est vrai que les modèles à trouver maintenant c'est plus difficile, je dirais, de trouver un modèle économique qui tient la route maintenant. Sur des petites toitures, on peut plus en faire. Donc, trouver des grandes toitures sur les territoires, c'est pas évident. Donc, ça change un peu la donne pour les projets citoyens photovoltaïques, je pense. Il faut vraiment l'avoir en tête maintenant. L'autre difficulté, on l'a évoqué tout à l'heure, la durée de mise en œuvre des projets. Beaucoup de paperasse, beaucoup d'inconvénients. Si vous êtes en zone protégée, voilà, ça rajoute des délais, des gens à convaincre. Et il faut aussi lutter beaucoup sur tout ce qui est réticence, les fausses idées des propriétaires de toiture, des citoyens à qui on demande de participer, et des élus des fois qui ont certaines craintes, quoi. Les élus ne sont pas toujours les plus dynamiques dans ce genre d'aventure. Donc, les atouts, les compétences internes, les membres du réseau, ça on a évoqué. Sur Oléron, une particularité, encore une fois, c'est qu'il y a vraiment une politique locale qui est active dans le domaine, et je pense que c'est ce qui manque dans certaines régions. On a des citoyens motivés, mais qui n'ont pas l'appui des collectivités. Et on voit ici sur Oléron, sans vouloir être chauvin, que moi je pense que c'est vraiment ça qui fait que ça prend bien, quoi. C'est évident que s'il n'y avait pas eu cette implication de la collectivité, le projet ne serait ne serait sûrement pas au stade où il en est, et ça aurait été beaucoup plus laborieux. Et donc après, le groupe d'habitants convaincus et motivés, ça c'est souvent ce qu'on retrouve dans ce type de projet. Donc là, c'est un peu le résumé de Oléron sous le soleil aujourd'hui. Donc je vous disais, ces trois fameux axes qui pour nous font qu'on est une société citoyenne, c'est le montant de l'action donc qui est à 50 €, donc à un niveau raisonnable, même si on aurait souhaité la mettre même plus basse pour qu'il y ait encore un maximum de personnes qui puissent adhérer. Mais bon, ça nous a semblé raisonnable. Le principe de fonctionnement, une personne, une voix, qu'on ait 10 actions ou qu'on en ait 500, on a une voix lors des décisions. Ça, c'est un élément important qu'on a inscrit en fort dans nos statuts. Et puis, donc, troisième élément, qui pour nous est une dimension citoyenne aussi, c'est que un seul actionnaire ne peut pas détenir plus de 20% du capital social. Ça, c'est la notion d'avoir une pérennité et pas de prise de contrôle de la société par un petit groupe ou un petit noyau à un certain moment. Donc, au niveau de la gestion, on vous l'a dit, c'est un conseil de gestion. Il y a 15 membres. Le président et le vice-président, qui est une vice-présidente en l'occurrence, ont été élus lors de l'Assemblée générale constitutive. Ensuite, c'est le conseil de gestion qui les renouvelleront. Et donc, on a 15 membres avec un renouvellement par tiers de 5 membres. On a fait notre premier renouvellement de 5 membres lors de l'Assemblée générale du mois de juin dernier. Voilà. Et donc, les chiffres, vous les avez déjà eus. Mais en gros, vous voyez, 184 actionnaires donc pour 27 250 € de capital, merci. 133 Oléronais, ça aussi c'est important. Sur les 184, il y a 133 Oléronais. Il y a des résidents principaux et secondaires, bien entendu. Et puis donc, il y a 48 actionnaires néo-aquitains. Alors pourquoi? On ne fait pas de sectarisme du tout, mais tout simplement que quand on présente notre dossier à la subvention, le fameux 1 € à 1 € ne fonctionne qu'avec les actionnaires néo-aquitains. Donc c'est pour ça qu'on les a mis un petit peu en évidence. Donc, les trois actionnaires, je vous disais, collectivité locale, la CDC, les deux communes de Grand Village et de Saint-Denis, celle de Saint-Pierre pour qui c'est déjà voté, et donc ça va se régulariser très rapidement, et puis les deux promesses d'entrée de Saint-Trojan et de Saint-Georges qui devraient être votées au conseil municipal des mois de septembre. Voilà.
Donc, un actionnaire associatif à la création de la société, donc qui est l'association À nous l'énergie responsable et solidaire, qui a été un partenaire important de ce projet. Et qui est toujours un partenaire important de ce projet et qui est d'ailleurs membre en tant qu'association du conseil de gestion. Et puis, voilà, une société créée par et pour les citoyens. Ça, je crois que c'est le logo. Voilà, les logos qu'on a créés au fur et à mesure qui nous permettent aujourd'hui d'être identifiés quand on participe à des manifestations, que ce soit sur La Rochelle, à Étré, etc., à Oléron du Rap Festival la semaine prochaine. Voilà. On a commencé à construire un outil communicatif qui nous donne de la visibilité. Voilà, maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Très bien. Merci pour cette présentation. Effectivement, on va laisser la place aux questions. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des applaudissements. Parce que, effectivement, félicitations. Et oui. Oui, moi, je veux bien commencer. Moi, je la trouve très bien, cette présentation, et je pense que pour nous, là, à Souston, elle nous sera bien utile. Et justement, par rapport à ça, je demanderais soit à Pierre, ou c'est quoi, c'est Claude Claude, oui. Oui, voilà, s'ils peuvent envoyer la présentation à Sirena pour qu'ils nous la transmettent, ça permettrait qu'on puisse aussi la présenter à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui derrière l'écran. Donc, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des choses qui résument. Moi, ce que je note en particulier, c'est les 30 mois. Voilà, à Énergie Citoyenne Sudland, ça fait 9 mois qu'on a commencé à se rencontrer. Bon, ça nous laisse quand même encore du temps de rendre notre projet plus mature. Voilà, ça. Voilà. Non, je crois que c'est important. Ensuite, ce qui me paraissait important, ce que j'ai vu dans vos projets, donc il y a du 36 kW crête et puis il y a du 9 kW crête. Alors, je suis d'accord que le 9 kW crête, aujourd'hui, il va sans doute être plus difficile à justifier économiquement, mais je pense aussi que ça va peut-être être un secteur sur lequel il va se pencher parce que je me demande s'il ne va pas être délaissé du coup, puisque économiquement, il se justifie moins. Donc voilà, ça, on pourra en rediscuter entre nous après. Voilà à peu près moi mes premières réactions. Pour l'instant, faut réfléchir tout ça, faut laisser mûrir tout ça. J'ai pas trop de questions plus précises que ça. Mais un grand merci. Pour information, Jean-Yves, le webinaire est enregistré. Donc, on va le mettre sur YouTube avec un lien d'accès et vous pourrez tous le revoir. D'accord. Mais enfin, je pense que aussi la présentation, ça peut être intéressant. Et c'est prévu. D'accord, merci. Vous êtes tous avec vous pouvez tous vous exprimer. Je vous ai tous remis vos micros. Vas-y, Jean-Yves. Jean-Yves sur Angoulême. Donc, nous, on n'a pas encore nos 9 mois de gestation, donc on a encore de l'avenir devant nous, malgré les efforts de Charlène pour faire des prématurés. On avait une réunion autour des statuts l'autre jour. Et on était, alors il y avait dans le groupe à la fois des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de statut d'entreprise, voire qui confondaient allègrement un certain nombre de choses. Et on était quelques-uns à avoir un peu de bouteille là-dessus. Et on a été surpris du choix SAS. Quel est, à votre point de vue, l'intérêt d'un choix SAS? Et pour faire court, pour vous orienter, en comparaison d'un statut SIC. Alors, ça a été l'objet de nombreuses discussions dans l'atelier juridique, justement, le choix entre SAS et SIC. On n'a pas choisi le statut SIC tout simplement parce que, pour l'instant, on n'a que des actionnaires, on n'a pas de salariés, donc on n'est pas amené à créer différents groupes au sein de la structure. Donc, on a une base SAS, sachant que, d'un point de vue juridique, à partir de la base, une SCIC a une base SAS. Donc, à partir d'une SAS, on peut très bien, lors d'une assemblée générale extraordinaire, basculer en SCIC très facilement. Oui. Alors, donc, on s'est gardé cette réserve en cas de besoin. Pour l'instant, ça ne nous a pas semblé indispensable pour pouvoir bien fonctionner. D'accord. Alors, je reprécise ma question, j'étais insuffisamment précis. Pourquoi le choix SAS plutôt qu'un choix de SA, premièrement, et ensuite, pourquoi pas le choix coopératif? Voilà, il y a deux niveaux. Oui. Alors, le choix SAS, parce que sur la base… On ne vous entend pas très bien. Ouais.
Tu peux remettre le micro, ouais. Bon, là, ça va mieux là? Oui, merci. Oui, d'accord. Donc, sur la base des statuts dont on disposait, sur ce qu'on a regardé, etc., on a fait une étude comparative. Je dois avoir quelque part encore par là des tableaux avec les différentes caractéristiques. Et la SAS nous semblait la structure la plus adaptée pour démarrer une société citoyenne. Le statut SA ne se justifiait pas. On a une amplitude en termes de capital, en termes de moyens d'action, qui est très bien avec la SAS et qui a surtout un niveau d'investissement en particulier avec cette responsabilité, une personne, une voix. Donc, c'était un peu ça qui nous a fait choisir la SAS. Et je le redis, dans une SIC, au départ, il y a une base SAS. Donc, on peut très bien, à partir d'une SAS, rebasculer en SIC. Donc, si l'opportunité nous semble intéressante de basculer en SIC parce que la société s'est fortement développée, qu'on a un certain nombre d'actionnaires avec différents groupes que l'on souhaite valoriser à des niveaux différents, rien ne nous empêche à ce moment-là de basculer en SIC. D'accord. Et vous avez un fonctionnement coopératif au sein de la structure actuelle. Tout à fait. Il y a Laurence qui veut poser une question, je crois. C'est ça. Vas-y, on t'entend. Ben, tu viens d'y répondre. J'ai un autre truc à dire. Donc, ta question était sur le fonctionnement coopératif, c'est ça? Oui. D'accord. On est totalement dans une démarche coopérative, c'est évident. Jean-Yves Max. Non, je voulais Jean-Yves Wegner. Oui, vas-y. Voilà, est-ce que les projets, est-ce que vous avez décidé que les projets ne seraient que photovoltaïques? Non. Est-ce qu'il y a de la possibilité, selon les opportunités, d'aider des gens dans la sobriété des bâtiments, d'autres possibilités d'action et de soutien aux citoyens qui ont des projets? Alors, non. On n'est pas une société de production d'énergie photovoltaïque. La SAS Oléron sous le Soleil 17 est une société de production d'énergie renouvelable, déjà. Donc, en termes de technique de production d'énergie, à partir du moment où c'est du renouvelable, tous les procédés sont à l'étude. Il y a un gros projet éolien au large d'Oléron. On y est attentif. Voilà, enfin, on suit un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui se produit en termes de nouvelles technologies, d'évolution des technologies, etc. Pas spécialement photovoltaïque. On est parti sur du photovoltaïque parce que techniquement et juridiquement, c'était le plus facile à mettre en œuvre. Le souci, c'est tout de suite de créer une base financière de la société qui puisse ensuite permettre de la développer. Et au niveau de nos statuts, on a 3 axes principaux. On n'en a pas parlé, c'est vrai, que ça fait l'occasion d'y revenir. Le premier axe, c'est de faire de l'information, justement, dès que nos moyens nous permettront, de développer de l'information pour la réduction de la consommation d'énergie. Parce que c'est dans d'autres diaporamas, parce qu'on a maintenant, on commence à avoir 2, 3 de présentations. Il y a un diaporama où il y a une première diapo qui est issue d'un document de la CDC qui montre l'objectif TEPO justement au sein de la CDC, c'est qu'à l'horizon 2050, l'île soit capable de produire autant d'énergie que ce qu'elle en consomme. Et donc, ce but, pour l'atteindre, ça passe impérativement par une diminution des consommations. Donc, il y a convergence entre diminution des consommations et production de cette énergie renouvelable. Et le point de convergence est fixé à l'horizon 2050. Il sera pas, ça c'est un autre débat. Mais donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Donc, ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, donc, c'est de générer des installations de production d'énergie renouvelable. Pour l'instant, on est sur des projets photovoltaïques, mais on est fermé à aucun type de projet renouvelable. Et troisième axe important, mais qui viendra aussi dans un second temps, c'est justement d'aider à réduire la précarité énergétique. Donc, très clairement, dans nos intentions, c'est dès que nous pourrons dégager quelques marges financières, c'est d'aider des citoyens en précarité énergétique à monter des projets pour réduire cette précarité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider à monter un dossier, donc les aider techniquement, les aider dans la recherche de subventions et nous apporter une petite participation au montage financier pour leur permettre, avec les moyens dont ils disposent, de pouvoir accéder à cette réduction de précarité énergétique. Du coup, si je résume votre démarche, c'est que vous avez préféré partir sur ce qui rapporte pour pouvoir après avoir de quoi dépenser pour accompagner la précarité énergétique, pour lutter contre la précarité énergétique. C'est complètement ça, hein, sachant tant qu'on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, l'argent est un élément indispensable. Donc, notre souci, c'est de créer justement une assise financière qui nous permette ensuite de développer des activités annexes sur les autres axes de la société, qui sont inscrits dans les statuts. Ok. Il y a Jean-Yves, oui, qui veut poser une question, vas-y.
Oui, j'arrive d'Angoulême. Donc, on a eu dans notre dernière réunion aussi un petit moment d'échange nourri sur la rémunération du capital entre ceux qui disaient zéro, ceux qui disaient en gros le taux de l'inflation, un truc ou de la caisse d'épargne, un truc comme ça, et ceux qui disaient ben, on investit dans l'économique, donc ça doit nous rapporter. Quelle a été votre approche de ce sujet? Ce départ, bien entendu. Et donc, nous, le choix, et donc, qui est dans nos statuts, hein, si de toute façon, ils sont accessibles, nos statuts, donc vous pouvez les utiliser sans problème, il n'y a aucun souci, ce n'est pas une propriété privée, c'est une propriété collective. Hein. Donc ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, nous, le choix que l'on a fait, les 5 premières années, on ne redistribue pas de dividendes. Ensuite, le conseil de gestion choisira éventuellement de redistribuer des dividendes, mais dans la limite de 1% maximum. L'idée, c'est de dire, éventuellement, on donne un dividende à hauteur un petit peu au-dessus du livret A, voilà, point, mais ce n'est pas de faire de l'argent. Ça, c'est très clairement, et c'est quelque chose sur lequel on insiste toujours fortement dans nos présentations, dans nos explications. Le but de la société, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'asseoir une assise financière pour pouvoir développer des projets et aller sur les axes économie d'énergie, réduction de précarité énergétique, mais c'est à aucun moment, les gens leur disent très clairement, si vous venez pour faire de l'argent, ce n'est pas la peine. C'est pas avec nous, vous le ferez. Encore une question? Oui, moi je veux bien autour de la question aussi de l'économique. On a eu un début de discussion l'autre jour sur la place de l'emprunt, donc de la relation bancaire dans les projets. Et je vois que donc vous avez fait le choix de 50 € et ce que vous avez exprimé est tout à fait cohérent avec ce que vous disiez et puis nos échanges qu'on a pour l'instant. En même temps, en mettant 50 000 €, il y a finalement peu de personnes qui se disent tiens, je pourrais peut-être prendre plus de, qui se posent la question de l'intérêt du capital dans l'entreprise. Et donc se pose cette question entre le choix de l'investissement par capital des habitants et ou auprès de l'emprunt bancaire. c'est-à-dire C'est une complémentarité, à savoir que par exemple, si on prend l'exemple de nos 4, le premier projet global qu'on a présenté dans notre dossier de subvention à la région Nouvelle-Aquitaine, qui porte sur un investissement d'environ 150 000 €, en gros, ce projet, son financement, c'est 25 000 € apportés par le capital de la société, c'est 20 000 € apportés par la subvention région, puisqu'on avait fait l'estimation par rapport au nombre d'actionnaires, ce que ça pouvait générer. Et puis, en gros, je vous ai dit, un emprunt entre 100 et 120 000 € pour financer l'ensemble du projet. Donc, c'est un équilibre entre ces différents paramètres. Il me semble, moi personnellement, assez difficile de dire on va uniquement financer des projets uniquement par rapport à 100% de capital. C'est quasiment impossible. Donc, et d'ailleurs, dans tous les modèles économiques sur lesquels on a travaillé à peu près sur cette base, où on était en gros 1/3 d'apport, 2/3 d'emprunt. Et pour information, là, vous êtes passé comme vous étudiez la proposition avec énergie partagée investissement pour faire un apport en compte courant associé et la nef pour suivre avec le prêt. Mais par exemple, la citoyenne solaire, Pierre, ils étaient passés par un prêt de la banque locale, du Crédit Agricole, si je me souviens bien. Solévent la passe par un apport par les actionnaires en compte courant associé et un prêt local aussi du crédit mutuel local. Voilà, vous avez le choix des acteurs. Oui, complètement, ça se... C'est quelque chose qui s'est discuté aussi au départ, à savoir que cette discussion qu'on a eue avec Énergie Partagée Investissement et la NEF était intéressante parce que justement, elle nous ouvre une porte qu'on n'avait pas au préalable, mais pour l'instant, on n'a encore pas fait un choix définitif et l'exploitation de la piste des banques locales existe. On va la travailler justement là cet automne. C'est quelque chose qu'on va démarrer là maintenant puisque les projets commencent à se concrétiser et on envisage tout à fait éventuellement d'avoir un prêt on est au Crédit Mutuel local, et si on peut avoir un prêt, des conditions plus avantageuses au niveau-là, on ira à ce niveau-là. On reste dans une démarche d'économie locale. La solution EPI NEF, c'est une solution pour nous qui est importante, qui rentre dans le cadre de notre démarche coopérative, mais qui n'est pas forcément la seule solution pour nous. Donc, alors apparemment, Pierre, apparemment, Claude, tu as été haché, donc est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Alors, visiblement, tu as été haché à un moment, il y a un groupe qui a dit qu'il ne t'entendait pas. Ah, alors à quel moment? Alors, Evelyne ou Laurence, est-ce que vous pouvez lui dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Non, rétabli. au final, on a compris. Mais- Moi, c'était une question. Donc, après, si tu veux bien, pas de souci. D'accord, donc il n'y a pas besoin de répéter. Pour moi, non. compléter, oui, OSS 17 s'est rapproché de pays là, et de la nef. C'était par rapport au règlement de PLU là, dont j'ai parlé, les incitations. C'était en prévision d'une vague de projets qu'OSS 17 n'aurait pas pu assumer financièrement. Donc, c'est là où on a essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres solutions et qu'on se rapprochait de pays la nef. Mais initialement, ce qui était prévu, c'était de regarder avec des banques locales quoi, pour un emprunt classique. C'était de se faire une petite réserve de sécurité, justement, qui nous aurait permis de prendre en main des projets qui n'étaient pas, pour nous, gérables financièrement. D'accord. Ta question, Evelyne? Ce qui veut dire, pour voir si j'ai bien compris, que quand vous êtes allé voir les banques, déjà avec vous étaient les communes ou une commune. Quel a été l'écho des banques d'emblée? Pour l'instant, on a pris des contacts avec les banques pour ouvrir notre compte de la société. Donc, mais pour l'instant, on n'a encore pas engagé de négociations fermes sur l'obtention de prêts. Donc ça, c'est une opération qui va se faire là à l'automne. Par contre, Pierre, tu peux faire peut-être le retour par rapport à la citoyenne solaire. À l'époque où ils ont fait les premiers projets, il n'y avait pas de commune, il y avait juste des conventions d'occupation de fixer. Si tu te souviens bien. J'avais déjà fini mon stage, donc j'ai pas suivi ça. Je suis désolé. C'est plus Valérian Cantegril qui pourra répondre. Mais en tout cas, je peux vous parler pour Solévan, qui fait son inauguration tout à l'heure. Il n'y a pas de collectivité dans le capital, il y a juste une convention d'occupation sur 30 ans et la banque suit en prenant une garantie via PPI. Il n'y a pas de garantie personnelle à donner. les premières ébauches de discussion, d'échange, C'était pas une discussion sur l'obtention du prêt directement, mais les premiers échanges qu'on a eus avec les gens du Crédit Mutuel, a priori, il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas une fermeture de porte. Donc, voilà. Dans quelques mois, on pourra vous dire un peu où on en est, comment ça s'est traduit. Je pense que c'est simplifié par rapport à l'époque où, par exemple, la citoyenne solaire avait contractualisé avec les banques. Mais le fait d'avoir des collectivités au capital, ça ne fait qu'améliorer le comportement, enfin la posture des banques sur le financement de tels projets. Tout à fait. Mais en tout cas, ça peut être fait aussi sans. Il faut savoir les premiers projets, voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les Jean-Yves? Les Jean-Yves. Ben, il y en a 3, alors vous n'en voulez pas. Hein. Il y en aurait plein, mais je trouve que là, il y a déjà pas mal d'éléments. Effectivement, si on récupère le diaporama, qu'on peut en reparler localement pour une appropriation collective, on a déjà de la matière pour passer une marge de plus, quoi. Sans y passer une demi-journée. Dans les temps à venir, si un autre moment d'échange pour qu'on complète des choses ou qu'on échange sur d'autres choses, il n'y a aucun souci. On arrivera à s'organiser, je pense. Merci beaucoup. Très bien. Moi, je peux peut-être poser une question qui est souvent posée par le groupe Angoulême, en tout cas sur la partie technique, sur le choix que vous avez fait. Il y a quelques personnes qui s'intéressent à porter des projets en autoconsommation sur du photovoltaïque, c'est-à-dire de rentrer dans la sphère d'un montage d'autoconsommation collectif. Voilà, c'est une idée qui est envisagée. Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées ou pas du tout? Vous êtes tout de suite parti sur des modèles d'injection totale? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Ouais, tout de suite, ça a été des modèles d'injection de vente totale. Après l'autoconsommation, on a en tête après de trouver un modèle, mais juridiquement en France, ça reste pas évident. Donc je conseillerais pas de se lancer tout de suite là-dedans. C'est beau comme ça, mais il y a beaucoup de choses encore un peu bancales et il faut bien y réfléchir. On revend pas de l'électricité si facilement que ça, quoi. Voilà. Donc on y pense. Quand les projets en vente totale seront lancés, effectivement, on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaie de trouver un modèle qui tienne la route, basé sur l'autoconso. Alors je sais pas de quel ordre, mais voilà. On est en réflexion par rapport à cette problématique de l'autoconsommation, hein, mais je pense, enfin nous, la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui, mais qui n'est que provisoire bien entendu, c'est qu'il faut que le cadre juridique se définisse davantage pour qu'on puisse monter des projets qui tiennent la route. Voilà. Donc on y est attentif, on y fait attention.
on a la préoccupation là, parce que ça nous semble important, ces notions surtout d'autoconsommation collective, mais pour l'instant, pour nous, ce n'est pas concrétisable. Donc, on est vigilant, mais on ne s'est encore pas lancé dans cette démarche. Après, si quelqu'un a un modèle qui tient la route, on est preneur. Oui, Je c'est crois ça. qu'il y a tellement de sociétés qui sont preneuses sur ça. Il y a le groupe, justement, l'atelier d'autoconsommation collective qui va commencer avec énergie partagée là à l'automne. Ouais. Ok, merci. Mais c'était un peu la conclusion que nous aussi, hein, on en tire au niveau de Sirena et qu'on transmet aux porteurs de projets. Mais je comprends aussi voilà, la volonté d'essayer quand même d'être à l'avant-garde. Et je l'indiquais à certains porteurs de projets anglais, mais ça permet aussi qu'il y ait d'autres personnes qui le disent. et voilà. Et vous envisagez de vendre à qui finalement? EDF, évidemment. Il va falloir renflouer les centrales nucléaires, donc EDF sera prioritaire. Non, très sérieusement, le contrat de rachat au départ passe par EDF obligatoirement, mais nous sommes un certain nombre, mais ça c'est le conseil de gestion qui décidera, mais je pense que ça devrait se faire sans trop de problème. On ira vers Enercop, bien évidemment. Si Enercop nous veut bien de nous aussi. Oui, aussi, il y a cette phase-là. Juste pour revenir à l'autoconsommation collective, là, on a eu un retour de résultat du projet Smart Village. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans Dordogne, dans une petite commune de Saint-Léon-sur-Vézère, qui a d'énormes problèmes avec les architectes de bâtiments de France, qui voulaient faire un projet d'autoconsommation collective. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver le modèle économique. Donc, le groupe de citoyens qui souhaitait participer à ce projet d'autoconsommation collective avec leur collectivité va partir sur d'autres projets pour pouvoir continuer à vivre. Mais en tout cas, le projet d'autoconsommation collective, les études montrent que pour l'instant, c'est pas viable. Je pense qu'il faut être en vigilance par de projet et voir comment ça évolue. Et puis, dès que les opportunités se présenteront, les exploiter. Tout à fait. Mais c'est pas viable, Magali, c'est aussi par rapport à des problèmes d'ordre juridique. J'imagine qu'il y a des impasses. Non, parce que l'ordre juridique, vu qu'il y a le décret de juin qui a mis le kilomètre, ça a facilité des choses. Non, c'est vraiment économique en fait. Ils auraient besoin de 68% de subventions pour avoir un modèle économique viable pour l'expérimentation. Et d'après les lois européennes, tu ne peux pas dépasser 60%. Donc, voilà, ils n'arrivent pas à trouver un modèle économique tenable pour que ce soit intéressant pour les consommateurs. Il y a le TURP aussi, le problème du TURP autoconsommation. Et donc, du coup, ça fait un trop gros problème pour l'instant. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. Et une idée pour répondre à ces gens-là, c'est faire payer une taxe supplémentaire aux entreprises qui ne veulent pas installer de toiture photovoltaïque. Donc, ça a fait rentrer de l'argent. Et du coup, je solliciterai aussi du côté d'Oléron le McDo de Dolus. Merci. Ouais. On a réussi à ce qu'ils ne soient encore pas ouverts, donc on ne désespère pas. Justement, bravo. Très bien. On peut faire remonter cette proposition. Hein. Je ne suis pas sûre que le fait de rajouter des taxes, c'est dans l'air du temps, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça pourrait. Pour une communauté de communes, ça pourrait. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore cette visioconférence. Donc, merci aux participants et merci à Claude. Merci, et à Claude. Pierre pour votre intervention et présentation qui sera renvoyée. Le support sera renvoyé au collectif et puis on mettra aussi à disposition vos coordonnées si jamais il y a des besoins de contact en direct pour des questions autres. Voilà. Pas de problème. Et on pourra aussi réorganiser, si besoin, un échange. Voilà, maintenant, vous savez utiliser l'outil. Vous voyez qu'on peut être à des centaines de kilomètres les uns les autres et échanger tous ensemble. Il n'y a que le G7 qui ne sait pas s'en servir. Merci, Laurence. Allez, merci. Merci bien. Bon week-end. Merci à vous. Merci. Au revoir. C'est à nous qu'il faut l'appeler. Ah, non.